Chapitre 45. L'aéroport Stapleton à Denver. À 8h31 du matin, une des passagères du vol TWA 196 éclata en sanglots et se mit à claironner tout haut ce que d'autres passagers, et même certains membres d'équipage, devaient penser tout bas, à savoir que leur avion était sur le point de s'écraser. La femme au visage pointu, assise à côté d'Halloran, leva les yeux de son livre, juste le temps de prononcer son verdict. « Imbécile !» puis se replongea dans sa lecture. Pendant le vol, elle avait avalé 2 verres de vodka, mais il ne paraissait pas avoir eu d'effet sur elle. « On va s'écraser !» criait l'autre femme à tue-tête. « Nous sommes perdus !» Halloran ne savait pas ce que ressentaient les autres passagers de ce vol, mais il avait quant à lui une trouille bleue. Par le hublot, on ne voyait qu'un rideau blanc secoué par le vent. Des bourrasques de neige faisaient tanguer l'avion de tous côtés. Pour lutter contre la force du vent, le pilote avait poussé les moteurs à fond et le plancher vibrait sous leurs pieds. Derrière, en classe touriste, les passagers gémissaient et une hôtesse était allée apporter des sacs en papier supplémentaires à ceux qui avaient le mal de l'air. Un homme assis 3 rangs devant Halloran avait vomi dans son National Observer. D'un air penaud, il s'était excusé quand l'hôtesse était venue l'aider à se nettoyer. « Oh, ce n'est rien, avait-elle répondu pour le consoler. « J'ai cette réaction-là quand je lis le Reader Digest. » Halloran avait suffisamment l'habitude des voyages en avion pour deviner ce qui s'était passé. Sur la plus grande partie du trajet, ils avaient dû lutter contre des vents contraires, ce qui les avait retardés. Si bien que lorsqu'ils étaient arrivés au-dessus de Denver, où le temps s'était subitement aggravé de façon inattendue, il était trop tard pour dérouter l'avion vers un autre aéroport où les conditions atmosphériques seraient meilleures. Le panneau « Interdit de fumer » s'alluma et une petite sonnerie attira l'attention des passagers. Une voix douce aux accents chantants du sud leur dit « C'est votre commandant qui vous parle. Nous allons commencer notre descente vers l'aéroport international Stapleton. Vous avez été secoué pendant le vol, et je m'en excuse. Vous le serez peut-être de nouveau au moment de l'atterrissage, mais nous ne prévoyons aucune difficulté majeure. Nous vous prions de respecter les consignes de sécurité, d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans la région de Denver, et nous espérons que... » L'avion subit de nouveau une secousse brutale et tomba à la verticale, comme un ascenseur dans un trou d'air. Alors Anne sentit son estomac se soulever. Plusieurs personnes, et pas seulement des femmes, se mirent à hurler. Nous nous reverrons prochainement sur d'autres vols de la TWA. On ira plutôt à pied, lâcha quelqu'un derrière Halloran. C'est tellement ridicule, dit la femme au visage pointu en glissant une pochette d'allumettes dans son livre qu'elle referma, tandis que l'avion amorçait sa descente. Quand on a vu les horreurs d'une sale petite guerre, comme vous l'avez fait, ou quand on a vu, comme moi, à quelle dégradation morale nous abaissent les interventions de la CIA au nom de la politique du dollar, alors un atterrissage difficile paraît peu de chose. N'est-ce pas, monsieur Halloran ? Vous avez absolument raison, madame, dit-il, regardant d'un air maussade les bourrasques de neige par le hublot. Si je puis me permettre de vous poser une question, est-ce que vous ne souffrez pas trop d'être secoué comme ça, avec votre plaque métallique ? Oh, la tête va très bien, merci, répondit Halloran. C'est plutôt l'estomac qui est barbouillé. Je suis navré pour vous, dit-elle. Et elle rouvrit son livre. Pendant qu'il descendait à travers les nuages de neige opaques, Halloran se rappela un accident d'avion qui avait eu lieu à l'aéroport Logan de Boston quelques années auparavant. Les conditions atmosphériques étaient comparables, à la seule différence près que c'était du brouillard et non de la neige qui avait réduit la visibilité à 0. Le train d'atterrissage avait heurté un mur de soutènement en bout de piste, et ce qu'on avait retrouvé des 99 passagers à bord ressemblait à du steak tartare. Une petite main blanche se posa sur celle d'Halloran. La femme au visage pointu avait ôté ses lunettes. Sans elle, elle avait l'air beaucoup moins revêche. « Tout ira bien, lui dit-elle. » Halloran sourit et hocha la tête. Comme prévu, l'avion atterrit brutalement, et le choc fut suffisamment violent pour faire dégringoler les revues de leur présentoir, et s'écrouler comme un énorme château de cartes la pile de plateaux en plastique dans le compartiment cuisine. Personne ne cria, mais Halloran put entendre claquer des dents comme des castagnettes. Dans un vacarme assourdissant, les réacteurs se mirent à rugir pour freiner l'avion, et quand leur régime eut baissé, la voix du pilote, encore mal assurée, se fit de nouveau entendre avec ses douces inflexions du sud. « Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Stapleton. Vous êtes priés de rester à vos places jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil devant le terminal. Merci. » La femme à côté d'Halloran ferma son livre et poussa un profond soupir. « Nous voilà arrivés sains et saufs. Nous serons encore là pour voir ce que nous réserve la journée de demain. »« Oh, laissez-nous d'abord en finir avec celle d'aujourd'hui, » dit Halloran. « Oui, vous avez raison, tout à fait raison. Voulez-vous venir boire un verre avec moi au bar ? » « Oh, je serai avec le plus grand plaisir, madame, mais j'ai un rendez-vous important. » « C'est urgent ? » ?»« Oh oui, très urgent, » dit Halloran avec solennité. « Alors j'espère que vous allez faire avancer la cause du bien dans le monde. »« Oui, je l'espère aussi, » répondit Halloran en souriant.
Elle lui rendit son sourire et parut rajeunie de 10 ans. Sans autre bagage que son sac de voyage, Halloran arriva avant la foule des voyageurs au bureau du rez-de-chaussée. À travers les vitres fumées, il pouvait voir la neige qui tombait toujours et que les rafales de vent faisaient tourbillonner en épais nuages blancs. Les gens qui traversaient le parking devaient s'arc-bouter contre le vent et un bonhomme y perdit son chapeau. Halloran éprouva un élan de commisération en voyant le feutre s'envoler, suivi du regard impuissant de son propriétaire. « N'y pense plus, mon vieux, ton galure n'atterrira qu'en Arizona. »« Puis-je vous aider, monsieur » lui demanda une jeune femme portant l'uniforme jaune de Hertz. « Si vous avez une voiture à me louer, la réponse est oui, » dit-il avec un large sourire. En payant le prix fort, il put obtenir une voiture puissante, une Buick Electra, noire et argent, dont le principal mérite à ses yeux était moins son élégance que sa robustesse, indispensable pour affronter les routes de montagne. Il lui faudrait encore s'arrêter en route pour faire mettre des chaînes. Sans elle, il n'irait pas loin. « Il est vraiment méchant, ce blizzard ?» demanda-t-il à la jeune femme quand elle lui tendit le contrat de location à signer. « On dit que c'est le plus fort qu'on ait jamais eu depuis 1969, » répondit-elle sur un ton dégagé. « Vous allez loin, monsieur ?»« Oui, plus loin que je ne le voudrais. Si vous le souhaitez, je peux téléphoner au garage Texaco au carrefour de la route 270 pour qu'il vous réserve des chaînes. »« Oh, vous me sauvez la vie, ma mignonne. » Elle décrocha le téléphone et appela le garage. « Ils vous attendent, monsieur. »« Merci 1000 fois. » Et en s'éloignant du bureau, il vit la femme au visage pointu qui faisait la queue devant le tapis roulant de la livraison des bagages. Elle lisait encore son livre. Halloran lui fit un clin d'œil en passant. Elle leva les yeux, lui sourit et lui fit le signe de la paix. Elle aussi a le don. Il remonta le col de son pardessus et, souriant toujours, fit passer son sac de voyage dans son autre main. La rencontre avec la femme au visage pointu lui avait fait du bien. Il regrettait de lui avoir raconté le bobard à propos de la plaque métallique dans sa tête. En son fort intérieur, il lui souhaita bonne chance, et au moment où il sortait dans la bourrasque de neige, il eut le sentiment qu'elle faisait de même pour lui. La pose des chaînes ne coûtait pas cher en soi, mais pour ne pas être obligé de faire la queue, Halloran glissa 10 $ de plus au mécanicien. Il était déjà 10 heures moins le quart quand il reprit son chemin, au rythme monotone des essuie-glaces et des chaînes frappant la route en cadence. L'autoroute s'était transformée en course aux obstacles. Même avec les chaînes, il n'arrivait pas à faire plus que 40 km à l'heure. Des voitures qui avaient dérapé et quitté la route s'étaient immobilisées dans des positions bizarres. Sur certaines pentes, avec des pneus normaux qui patinaient dans la neige, on n'avançait pratiquement plus. C'était la première grosse chute de neige de l'année dans le bas pays, si tant est qu'on puisse appeler bas un pays qui se trouve à 1500 mètres au-dessus de la mer, et elle était en train de tourner en véritable tempête. À la bretelle d'accès de la route 36, un nouveau coup de malchance le guettait. La route 36, qui relie Denver à Boulder, file vers l'ouest en direction d'Estes Park, où l'on rejoint la route 7, c'est-à-dire l'autoroute du pays haut. C'est celle-ci qui traverse Sidwinder, passe devant l'Overlook et redescend par le versant ouest vers l'Utah. La rampe d'accès était bloquée par une voiture renversée. Les torchères qu'on avait plantées tout autour ressemblaient aux bougies géantes d'un gâteau d'anniversaire pour enfants débiles. Il s'arrêta et abaissa la vitre. Un flic en bonnet de fourrure enfoncé jusqu'aux oreilles lui fit signe de sa main gantée de suivre le flot de voitures qui se dirigeait vers le nord sur la nationale 25. « Vous ne pouvez pas monter par ici » hurla-t-il à Halloran pour se faire entendre par-dessus le hurlement du vent. « Reprenez l'autoroute jusqu'à la deuxième sortie qui vous mène à la 91 et vous retrouverez la 36 à Bromfield. »« Mais, monsieur, je crois que j'ai la place de passer du côté gauche » lui cria Halloran. « Sinon, vous me faites faire un détour de 30 km. » « Oh, je vous ferai faire un détour au poste si vous ne filez pas immédiatement, » rétorqua le flic. « Cette rampe est fermée. » Halloran fit une marche arrière, attendit un créneau dans le flot de voitures et reprit son chemin sur la 25. D'après les panneaux, il n'était qu'à 100 km de Cheyenne dans le Wyoming. S'il ratait sa rampe de sortie, c'était là-bas qu'il irait finir. Il augmenta sa vitesse petit à petit jusqu'à 45 km à l'heure, régime qu'il n'osa pas dépasser car déjà la neige menaçait de bloquer les essuie-glaces, et le comportement des autres voitures était devenu tout à fait imprévisible. Un détour de 30 km. Il lâcha une bordée de jurons. Le sentiment que le temps pressait le serrait à la gorge, le faisait presque suffoquer. Il était de plus en plus persuadé qu'il ne sortirait pas vivant de cette aventure. Il alluma le poste, sauta la publicité de Noël et trouva un bulletin météorologique. Déjà 10 cm, et on s'attend à 20 cm de plus avant la tombée de la nuit. La police communale et la police départementale vous conseillent de ne pas sortir en voiture, sauf en cas de force majeure, et vous préviennent que la plupart des cols de montagne sont déjà fermés. Alors restez bien au chaud chez vous, calfeutrez vos portes et vos fenêtres, et restez à l'écoute de
Oh, je n'y manquerai pas, espèce de Jean foutre, dit alors Anne, et la rage au cœur, il éteignit le poste. Chapitre 46. Wendy. Vers midi, profitant d'un moment où Danny s'était absenté pour aller aux toilettes, Wendy retira de dessous l'oreiller le couteau enveloppé dans son torchon et le glissa dans la poche de sa robe de chambre. Puis elle alla à la porte de la salle de bain. « Danny ?»« Quoi ? Je vais descendre nous préparer quelque chose à manger, d'accord ? » ?»« D'accord. Veux-tu que je descende avec toi ? » ?»« Non, je te le montrerai. Que dirais-tu d'une omelette au fromage et d'une soupe ? » ?»« Très bien. » Elle hésita encore devant la porte fermée. « Danny, tu es sûr que ça va ? » ?»« Oui, répondit-il. Mais fais attention, maman. »« Et où se trouve ton père ? Est-ce que tu le sais ?» Sa voix avait un timbre curieusement neutre. « Non, mais ça va. » Elle avait envie d'en savoir davantage, mais elle se tut, ne voulant pas le harceler. Ils savaient tous deux de quoi il s'agissait. Ils n'y pouvaient rien, et revenir sans cesse sur ce sujet ne ferait qu'accroître leurs inquiétudes. Jack avait perdu la raison. Vers 8 heures du matin, tandis que la tempête dehors rassemblait ses forces dévastatrices, ils avaient écouté de leur chambre les cris et les divagations de Jack qui errait sans but au rez-de-chaussée. Les éclats de voix semblaient provenir du dancing. Il chantonnait de petits airs sans mélodie, ou alors se mettait à parler tout seul, comme s'il participait à une discussion et qu'il défendait son point de vue. À un moment donné, il avait crié si fort qu'ils en étaient restés paralysés de terreur, à se regarder dans les yeux sans rien dire. La dernière chose qu'ils avaient entendue était le bruit de ses pas qui traversaient le hall, suivi d'un bruit de choc, comme s'il était tombé, qu'il avait claqué une porte. Et depuis 3h30, c'est-à-dire depuis 8h30 du matin, le silence était revenu. Elle sortit dans le petit couloir, puis prit le grand pour se diriger vers l'escalier. Elle s'arrêta sur le palier pour jeter un coup d'œil autour du hall, en bas. Il semblait désert, mais la lumière filtrée par la neige était si pâle qu'une grande partie de la pièce restait plongée dans l'ombre. Danny pouvait se tromper. Jack était peut-être tapi derrière une chaise, derrière le canapé, ou derrière le bureau de la réception, attendant qu'elle descende. Elle s'humecta les lèvres. « Jack ?» Pas de réponse. Empoignant le manche du couteau, elle commença à descendre l'escalier. Elle avait souvent imaginé la fin de leur mariage, par le divorce ou par la mort de Jack dans un accident de voiture provoqué par son ébriété. Une vision qui l'avait souvent hantée vers 2 heures du matin pendant les veillées de Stovington. Ou encore par l'apparition d'un autre homme, chevalier servant de Mélo, qui les enlèverait, Danny et elle, sur son coursier blanc. Mais jamais elle n'avait prévu que tout se terminerait ainsi, qu'elle se trouverait en train de rôder dans un dédale de couloir, armée d'un couteau destiné à frapper Jack. À cette pensée, une vague de désespoir l'assaillit, et elle dut s'arrêter au milieu de l'escalier et se cramponner à la balustrade pour ne pas s'écrouler. Avoue-le, il n'y a pas que Jack qui t'inquiète. Sa transformation à lui n'est qu'un phénomène parmi bien d'autres, qui sont eux aussi anormaux, inexplicables. Les buis qui bougent, les confettis dans l'ascenseur, le loup par terre dans la cabine. Elle tenta de refouler une dernière pensée, mais il était trop tard. Et les voix. Par moments, elle avait en effet cru entendre autre chose que les divagations d'un fou solitaire conversant avec les fantômes de son cerveau dérangé. Des voix, de la musique, des rires, des applaudissements lui étaient parvenus par intermittence, comme des messages codés à la radio. Elle avait cru comprendre que Jack discutait avec un certain Grady. Le nom lui était familier sans qu'elle pût le rattacher à un visage connu. Jack avait fait des déclarations tonitruantes, comme s'il voulait se faire entendre par-dessus le brouhaha d'une foule, et poser des questions suivies de silence, comme s'il écoutait les réponses. Une autre voix, amusée mais autoritaire, avait essayé de persuader quelqu'un de faire un discours. Les sons, les voix ne duraient jamais plus de 30 secondes à 1 minute, juste assez pour qu'elle se sente défaillir de terreur avant que la voix de Jack ne reprenne, cette voix impérieuse au débit légèrement pâteux qu'il avait lorsqu'il était ivre. Pourtant, il n'y avait rien à boire dans l'hôtel, rien que du vin de Xérès pour la cuisine. Il n'y avait pas autre chose, c'était sûr et certain. Mais si elle pouvait, elle, s'imaginer qu'elle entendait des voix et de la musique, est-ce que Jack ne pouvait pas s'imaginer qu'il était ivre? Cette pensée lui était odieuse, insupportable. Arrivée dans le hall, Wendy regarda autour d'elle. Le cordon de velours qui barrait l'accès du dancing avait été détaché, et le poteau métallique auquel il devait s'accrocher avait été renversé, comme si quelqu'un au passage l'avait heurté. Par la porte ouverte, la douce lumière qui tombait des fenêtres hautes et étroites du dancing glissait jusqu'à la moquette du hall. Le cœur battant la chamade, elle se dirigea vers la porte et jeta un regard à l'intérieur. Le dancing était désert et silencieux. Seul y flottait cette espèce d'écho imperceptible qui semble hanter toutes les grandes salles vides, qu'il s'agisse de la nef d'une cathédrale ou d'une salle de jeu communale. Elle regarda le bureau de la réception,
et indécise s'y arrêta un moment, écoutant le hurlement du vent. Que ferait-elle si à l'instant même il faisait irruption ici et se précipitait sur elle, s'il surgissait tout à coup, comme un diable de sa boîte, le regard fou, armé d'un couperet de boucher, derrière ce bureau en bois sombre avec ses piles de factures en triple exemplaire et sa petite clochette plaquée argent? Resterait-elle clouée sur place, paralysée par la terreur, ou trouverait-elle dans son instinct maternel la force de défendre son fils jusqu'à la mort, celle de Jack ou la sienne? Elle ne savait pas, et cette incertitude la rendait malade. Elle avait le sentiment que c'était parce que toute sa vie elle s'était bercée d'illusions tranquillisantes qu'elle se réveillait aujourd'hui en plein cauchemar. Elle était faible. Quand les difficultés s'étaient présentées, elle avait fermé les yeux sur le danger. Elle avait eu un passé sans histoire, jamais elle n'avait été mise à l'épreuve. Mais cette fois-ci, elle n'y couperait pas, et son fils l'attendait à l'étage. Elle serra plus fort encore le manche du couteau et se pencha par-dessus le bureau. Il n'y avait rien par terre. Elle poussa un long soupir de soulagement. Elle souleva la planche mobile qui fermait l'accès au bureau, se glissa à l'intérieur, s'arrêtant pour inspecter les lieux avant de s'engager plus avant. Elle se dirigea vers la porte de la cuisine, l'ouvrit et chercha à tâtons le tableau d'interrupteur, s'attendant à tout instant à sentir une main se refermer sur la sienne. Les tubes de néon se mirent à bourdonner, puis s'allumèrent, éclairant la cuisine de M. Halloran. Wendy avait le sentiment que c'était un endroit où Danny devait se sentir en sécurité. Elle se sentait elle-même réconfortée et protégée par la présence de Dick Halloran. Quand, dans leur chambre, assise à côté de Danny, elle s'était rappelé que Danny avait appelé M. Halloran à l'aide, cette démarche lui avait paru dérisoire. Mais ici, dans cette cuisine où M. Halloran avait travaillé, elle finissait par croire qu'il avait entendu l'appel et qu'il viendrait, malgré la tempête, les sauver. Peut-être était-il déjà en route. Elle alla vers la réserve, tira le verrou et pénétra à l'intérieur. Elle prit une boîte de soupe à la tomate, referma la porte et remit le verrou. Cette porte était parfaitement étanche, et il suffisait de la verrouiller pour être sûr de ne jamais trouver de crottes de souris dans le riz, dans la farine ou dans le sucre. Elle ouvrit la boîte dont elle fit tomber le contenu gélatineux dans une casserole. Plouf. Alla prendre des œufs et du lait pour l'omelette dans le réfrigérateur, puis du fromage dans la chambre froide. Toutes ces actions familières, qui avaient fait partie de sa vie avant qu'elle ne vînt à l'Overlook, l'aidaient maintenant à retrouver son calme. Elle fit fondre le beurre dans la poêle, dilua la soupe avec du lait, puis versa les œufs battus dans la poêle. Tout à coup, elle crut sentir quelqu'un derrière elle, quelqu'un qui allait la saisir à la gorge. Elle se retourna, serrant le couteau dans sa main. Il n'y avait personne. « Pas d'affolement, ma fille !» Elle râpa du fromage dans un bol, l'ajouta à l'omelette, retourna celle-ci, puis baissa le feu, ne laissant qu'un anneau de flamme bleue. La soupe était chaude. Elle posa la casserole sur un grand plateau avec les couverts, 2 bols, 2 assiettes, la salière, la poivrière. Quand l'omelette eut un peu monté, elle la fit glisser sur une des assiettes et la couvrit. Maintenant, retourne par le même chemin, éteint les lumières de la cuisine, traverse la réception, repasse la porte du bureau, et c'est gagné. Quand elle eut franchi la porte du bureau, elle s'arrêta et posa le plateau à côté de la petite clochette. Elle avait l'impression de se livrer à un jeu de cache-cache irréel. C'était pourtant à la réalité qu'il fallait qu'elle s'accroche si elle voulait s'en sortir. Dans l'obscurité du hall, elle s'abandonna à ses pensées. Cette fois-ci, ma fille, il ne faut pas fuir la réalité. Même dans ce monde où tout semble partir à la dérive, il y a un certain nombre de vérités premières qu'il faut garder à l'esprit. La première, c'est que, de nous trois, toi seul es une adulte, pleinement responsable. Tu as la charge d'un gosse de 5 ans et demi, et aussi de celle de ton mari qui était en train de perdre la raison. Que tu te sentes responsable de lui ou pas, il faut bien te dire une chose. Nous ne sommes que le 2 décembre, et si le garde forestier ne vient pas, tu peux rester coincé encore pendant 4 mois. En admettant même que l'on s'inquiète du silence de votre émetteur, ce n'est ni aujourd'hui ni demain, ni même peut-être avant des semaines que nous aurons la visite de quelqu'un. As-tu l'intention de venir chaque jour chercher tes repas en cachette, couteau en poche, sursautant à chaque ombre? Crois-tu pouvoir éviter Jack pendant 1 mois? Penses-tu pouvoir l'empêcher d'entrer dans l'appartement s'il en a envie? Il a le passe-partout, et d'un seul coup de pied, il ferait sauter le verrou. Laissant le plateau sur le bureau, elle se dirigea lentement vers la salle à manger pour y jeter un coup d'œil. La pièce était déserte. Il y avait une table avec des chaises disposées tout autour, celle à laquelle ils avaient pris au début leur repas, avant d'opter pour l'atmosphère moins oppressante de la cuisine. « Jack !» appela-t-elle timidement. Au même moment, le vent se leva et une bourrasque de neige vint cingler les volets, mais il lui sembla avoir entendu aussi quelque chose d'autre, un gémissement étouffé. « Jack !» Rien ne vint rompre le silence cette fois, mais par-dessous la porte à double battant du Colorado Bar, elle aperçut quelque chose qui luisait faiblement dans la pénombre. Le briquet de Jack. Faisant appel à tout son courage, elle s'avança vers la porte et l'ouvrit.
Elle fut saisie par une puissante odeur de gin. Pourtant, les rayons étaient vides. Où diable l'avait-il trouvé? Était-ce une bouteille cachée au fond d'un placard? Mais où? Il y eut un autre gémissement, faible et confus, mais parfaitement audible cette fois-ci. Wendy s'approcha du bar. « Jack !» Pas de réponse. Elle se pencha par-dessus le comptoir et le découvrit, étendu de tout son long, ivre-mort. À en juger par l'odeur, il avait dû prendre une sacrée cuite. C'est sans doute en voulant passer par-dessus le comptoir qu'il avait perdu l'équilibre. Un miracle qu'il ne se soit pas cassé le cou. Un vieux proverbe lui revint à l'esprit. Dieu veille sur les ivrognes et sur les enfants. Amen. Pourtant, elle n'était pas fâchée contre lui. À le voir étendu à terre, elle se dit qu'il ressemblait à un petit garçon complètement épuisé, qui aurait essayé d'en faire trop et qui se serait écroulé de fatigue au milieu du salon. Il s'était arrêté de boire, et ce n'était pas lui qui avait décidé de recommencer. Pour rester sobre, il avait refusé de faire entrer de l'alcool dans l'hôtel, et pourtant celui qu'il venait de boire provenait bien de quelque part. Mais d'où? Sur le comptoir du bar en fer à cheval, on avait disposé à intervalles réguliers des bouteilles de vin gainé de paille, dont les goulots portaient des bougies. Pour faire rustique, pensa-t-elle. Elle en prit une et la secoua, s'attendant presque à entendre le clapotis du gin à l'intérieur. Du vin nouveau dans des vieilles bouteilles. Mais la bouteille était vide, et elle la remit à sa place. Jack remuait maintenant. Elle contourna le bar, trouva l'entrée, et une fois à l'intérieur s'approcha de lui. Au passage, elle avait cru remarquer une odeur de bière, fraîche et humide, comme un fin brouillard suspendu dans l'air. Elle s'était arrêtée pour observer les éclatants robinets chromés de la bière pression, mais ils étaient secs. Dès qu'elle fut près de lui, Jack se retourna, ouvrit les yeux et la regarda. Son regard d'abord vitreux s'éclaircit peu à peu. « Wendy ?»« Oui, dit-elle. Crois-tu pouvoir monter jusqu'en haut, si tu t'appuies sur moi ? Jack, où est-ce que tu... » Mais sa main se referma brutalement autour de sa cheville. « Jack, qu'est-ce que tu... »« Je te tiens !» s'écria-t-il avec un sourire. Il flottait autour de lui un relent de gin et d'olive qui la terrifiait bien plus que tous les mystères d'un vieil hôtel. Au fond, pensa-t-elle, le plus terrible c'était qu'on en revenait toujours au même point, l'affrontement entre Wendy Torrance et son mari ivre. « Jack, je voudrais t'aider. »« Oh, tu parles. Toi et Danny, vous ne pensez qu'à m'aider. » Il resserra sa prise sur sa cheville. Agrippé toujours à elle, il se redressa péniblement et se mit sur les genoux. « Tu voulais m'aider à nous faire partir d'ici, mais maintenant, je te tiens. »« Mais Jack, tu me fais mal à la cheville. »« Oh, je vais te faire mal ailleurs qu'à la cheville, espèce de garce. » L'injure la laissa tellement pantoise que quand il lâcha sa cheville, elle ne songea pas à s'enfuir. Après une ou deux tentatives infructueuses, il réussit à se mettre debout devant elle. Chancelant sur ses jambes, il lui lança. « Tu ne m'as jamais aimé. Tu veux que nous partions parce que tu sais que ça me détruira. As-tu jamais songé à mes responsabilités? Je parie tout ce que tu veux que non. Tu ne songes qu'à me traîner dans la boue. Tu es exactement comme ma mère, une salope. »« Mais tais-toi, dit-elle en pleurant. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es ivre. Je ne sais pas comment ça se fait, mais tu es ivre. »« Oh, je sais. Je sais maintenant. Toi et lui, ce petit merdeux là-haut. Tous les deux, vous avez comploté ensemble. C'est pas vrai? »« Mais non, non. Nous n'avons jamais rien comploté. Qu'est-ce que tu... »« Tu mens, hurla-t-il. Oh, je sais comment tu t'y prends. Je suis bien payé pour le savoir. Quand je dis « nous allons rester ici et je vais faire mon travail », toi tu dis « oui chérie » et lui répète « oui papa ». Et puis vous vous mettez à comploter. Vous avez manigancé de partir sur le scooter, mais je n'ai pas été dupe et j'ai déjoué vos calculs. Croyais-tu vraiment que je n'y verrais pas clair? Me prenais-tu pour un imbécile? Elle le fixa, incapable de dire un mot. Il allait la tuer et ensuite il tuerait Danny. Alors l'hôtel serait peut-être satisfait et le laisserait se tuer lui-même, comme le précédent gardien, comme... Grady. Chancelant sous le choc de la révélation, elle comprit pourquoi il avait conversé avec Grady dans le dancing. « Tu as tourné mon fils contre moi, c'est ça le pire !» Il s'apitoyait sur lui-même, se donnait des airs tragiques. « Mon petit, maintenant il me hait lui aussi. Tu as fait ce qu'il fallait pour cela. C'était ça ton but, dès le début, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse, hein? Exactement comme ta mère. Tu ne pouvais pas te contenter de ta part de gâteau, il te le fallait tout entier, hein, c'est pas vrai? » Interloquée, elle ne répondit pas. « Eh bien, je vais te donner une leçon, dit-il en essayant de la saisir à la gorge. » Elle recula d'un pas, puis d'un autre, mais il avançait toujours et finit par trébucher et tomber contre elle. Elle se souvint du couteau dans la poche de sa robe et le cherchait à tâtons quand il la ceintura de son bras gauche, coinçant son bras droit contre elle. Il sentait le gin et la sueur rance. « Je vais te punir, grogna-t-il. Je vais te punir, et tu vas payer pour ce que tu as fait. » De sa main droite, il la saisit à la gorge.
Quand la respiration vint à lui manquer, la panique s'empara d'elle. Jack l'étranglait des deux mains maintenant. Elle avait sa main droite libre pour saisir le couteau, mais elle n'y songea pas. Elle essayait désespérément de lui faire lâcher prise, mais ses mains étaient moins grandes et moins fortes que celles de Jack. « Maman !» hurla la voix de Danny, venue d'on ne sait où. « Papa, arrête! Tu fais mal à maman !» Il poussa un cri perçant, un cri aigu et cristallin que Wendy perçut faiblement. Des éclairs rouges dansaient devant ses yeux et la pièce semblait s'assombrir. Elle vit son fils grimper sur le comptoir et se jeter sur les épaules de Jack. Soudain, une des mains qui l'étranglait la lâcha, et Jack, d'un revers du bras, envoya Danny contre les rayonnages vides où l'enfant s'écrasa, puis, assommé, tomba par terre. La main était revenue à la gorge de Wendy. Les éclairs rouges étaient noirs maintenant. Elle entendait les pleurs étouffés de Danny. Sa poitrine brûlait. Jack lui criait au visage. « Je t'apprendrai, misérable salope. Je t'apprendrai à me respecter. Je t'apprendrai. » Mais les cris faiblissaient à son oreille, comme s'il se perdait au fond d'un corridor obscur, et ses forces l'abandonnaient. Une de ses mains lâcha prise et s'abaissa lentement, toute flasque au bout du poignet, comme celle d'une noyée. C'est alors que cette main frôla l'une des bouteilles gainées de paille qui servaient de porte-bougie. Rassemblant ce qui lui restait de force, elle tâtonna à l'aveuglette, cherchant le goulot qu'elle finit par trouver, et qu'elle serra, écrasant des gouttes de cire grasse. Oh mon Dieu, si jamais elle glisse! Mais elle leva la bouteille, puis la battit, en priant que le coup frappât juste. Elle savait que si elle ne le touchait qu'à l'épaule ou au bras, elle était perdue. Mais la bouteille frappa si fort le crâne de Jack Torrance qu'elle se fracassa à l'intérieur de sa gaine de paille, et le coup résonna comme un medicine ball s'écrasant sur un parquet de chêne. Jack partit en arrière, les yeux révulsés dans leurs orbites. L'étau de ses mains se desserra, puis il lâcha prise complètement. Essayant de conserver son équilibre, il battit l'air de ses bras, puis s'écroula à la renverse. Wendy aspira profondément par saccade. Elle avait failli tomber, elle aussi, mais, s'accrochant au bord du comptoir, elle réussit à se maintenir debout. Dans sa demi-conscience, elle pouvait entendre pleurer Danny, mais elle ne savait pas où il était. Ses sanglots semblaient se répercuter comme dans une chambre acoustique. Elle aperçut vaguement des gouttes de sang, grosses comme des pièces de 10 cents qui tombaient sur la surface sombre du comptoir. « Je dois saigner », pensa-t-elle. Elle se racla la gorge, puis cracha par terre. Les chairs meurtries s'embrasèrent aussitôt d'une douleur atroce, qui s'atténua par la suite et se stabilisa à la limite du supportable. Peu à peu, elle reprit ses esprits. Lâchant le bord du comptoir, elle se retourna et vit Jack étendu par terre, et à côté de lui, la bouteille cassée. Il ressemblait à un géant terrassé. Danny, accroupi sous la caisse du bar, s'était fourré les deux mains dans la bouche et regardait fixement son père inconscient. Wendy s'approcha de lui d'un pas hésitant et lui toucha l'épaule. À ce contact, Danny eut un mouvement de recul. « Danny, écoute-moi !»« Non, non !» marmonna-t-il d'une voix éraillée de vieillard. « Papa t'a fait mal. Tu as fait mal à papa. Je veux dormir. Danny veut dormir. »« Danny ? Dodo, dodo, bonne nuit. »« Non !» cria-t-elle, grimaçant de douleur. Danny ouvrit ses yeux ombrés de cernes bleutées et fixa sur elle un regard méfiant. Elle s'efforça de lui parler calmement, tout en le regardant droit dans les yeux. Elle parlait si bas qu'elle était à peine audible. Parler lui faisait mal. « Écoute-moi, Danny. Ce n'est pas ton papa qui a essayé de me faire mal. Et je n'ai pas voulu le blesser, mais il est possédé par l'hôtel. C'est l'hôtel qui le fait agir. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis ?» Une lueur de compréhension éclaircit peu à peu le regard de Danny. « Papa a fait le vilain, chuchota-t-il. Mais comment est-ce arrivé? Il n'y a rien à boire ici. »« C'est l'hôtel qui l'a fait boire. Le... » Prise d'une quinte de toux, elle dut s'arrêter pour cracher du sang. Sa gorge enflée lui paraissait avoir doublé de volume. « C'est l'hôtel qui l'a fait boire. Est-ce que tu l'as entendu discuter avec des gens ce matin ?»« Oui, des gens de l'hôtel. »« Oui, moi aussi je les ai entendus. Ce qui veut dire que l'hôtel mobilise toutes ses forces. Il veut nous détruire tous les trois. Mais je pense, j'espère que seul ton père se prêtera à leurs machinations diaboliques. Il n'y a que lui que l'hôtel peut atteindre. Est-ce que tu me comprends, Danny? Il faut absolument que tu me comprennes. » L'hôtel a attrapé papa. Il regarda Jack et laissa échapper un gémissement de chagrin impuissant. « Je sais que tu aimes ton papa. Moi aussi je l'aime. Mais nous ne devons pas oublier que l'hôtel se sert de lui contre nous. » Et elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Mieux, elle n'était pas loin de croire que c'était Danny qu'il visait principalement, que c'était Danny avec son don qui était à l'origine de tout, que c'était son énergie mystérieuse qui avait fourni à l'hôtel les moyens de sortir de l'ombre, un peu comme une batterie alimente le circuit électrique d'une voiture et lui permet de se mettre en marche.
S'il réussissait à s'évader un jour de l'Overlook, il était fort possible que l'hôtel retombât dans sa demi-conscience d'antan, et que son pouvoir se limitât dès lors à monter des scènes de grands guignols à l'intention de ceux de ses clients qui étaient psychiquement les plus réceptifs. Sans Danny, l'hôtel redeviendrait aussi inoffensif que la maison hantée d'un parc d'attractions. De temps en temps, on entendrait des bruits bizarres, des coups retentissants ou les flonflons fantomatiques d'un bal masqué, ou on verrait quelque chose d'inexplicable, sans plus. Mais si l'hôtel absorbait Danny et son pouvoir, son flux vital, on pouvait appeler ça comme on voulait, alors de quoi ne serait-il pas capable? Je voudrais que papa guérisse, dit Danny, et il recommença à pleurer. Oui, moi aussi, dit-elle, serrant Danny très fort dans ses bras. C'est pour ça, mon chéri, qu'il faut que tu m'aides à le mettre en sécurité, quelque part où l'hôtel ne pourra pas l'atteindre et où il ne pourra pas se faire mal à lui-même. Ensuite, si ton ami dit qu'Alaran arrive, ou un garde forestier, nous pourrons l'emmener. Je crois qu'il pourra guérir et que nous finirons par nous en remettre. Je pense que c'est toujours possible, à condition de nous montrer forts et courageux, comme tu l'as été quand tu t'es jeté sur son dos. Est-ce que tu comprends? Elle le regardait d'un air suppliant. Jamais il n'avait autant ressemblé à Jack. Oui, dit-il en hochant la tête. Je pense que si nous arrivons à partir d'ici, tout peut redevenir comme avant. Mais où pourrions-nous le mettre? Dans la réserve, dit-elle. Il y a de la nourriture à l'intérieur et un bon verrou solide à l'extérieur. Il y fait chaud. Quant à nous, nous pourrons terminer ce qui reste dans le réfrigérateur et dans le congélateur. Il y aura largement assez pour nous trois en attendant qu'on vienne nous délivrer. On le fait maintenant? Oui, tout de suite, avant qu'il ne se réveille. Danny souleva la planche mobile qui donnait accès au bar, tandis qu'elle pliait les mains de Jack sur sa poitrine et écoutait pendant un instant sa respiration, qui était lente mais régulière. À en juger par l'odeur, il avait dû boire énormément, et il n'en avait plus l'habitude. À son avis, c'était autant l'alcool que le coup sur la tête qui l'avait mis KO. Le prenant par les pieds, elle commença à le tirer sur le plancher. Ça faisait 7 ans qu'elle était sa femme, il s'était étendu sur elle des milliers de fois, mais jamais elle ne s'était rendu compte qu'il pesait si lourd. Bien que son souffle sifflât douloureusement dans sa gorge meurtrie, elle se sentait mieux que depuis bien des jours. Elle était toujours en vie, et c'était appréciable quand on venait de frôler la mort de si près. Jack aussi était vivant. C'était par pure chance, plutôt que par calcul, qu'ils allaient trouver ce qui était peut-être pour eux la voie du salut. Les pieds de Jack coincés contre ses hanches, elle s'arrêta un instant pour reprendre haleine. Elle se dit qu'elle ressemblait au vieux capitaine de l'île au trésor, qui, après que le vieil aveugle Pew lui ait communiqué la peste, s'écrie « On les aura !» Mais quand elle se rappela que quelques secondes plus tard le vieux marin tomberait de mort, elle éprouva un certain malaise. « Est-ce que ça va, maman? Il n'est pas trop lourd ?»« Oh, j'y arriverai. » Elle se remit à le tirer. Une des mains de Jack avait glissé de sa poitrine, et Danny, qui se trouvait à côté, la remit en place doucement, tendrement. « Tu en es sûre, maman? »« Oui, mais c'est la meilleure solution, Danny. »« Mais c'est comme si nous le mettions en prison. »« Bah, mais pas pour longtemps. »« Alors, d'accord. Tu es sûr d'y arriver? »« Mais oui. » Mais il s'en fallut de peu qu'elle n'y arriva pas. Quand il passait le seuil des portes, Danny soulevait la tête de son père, mais au moment de pénétrer dans la cuisine, quand il voulut prendre la tête de Jack dans ses mains, elles glissèrent sur ses cheveux gras, et Jack, dont la tête heurta le carrelage, se mit à gémir et à remuer. « Il faut faire de la fumée, » marmonna Jack. « Cours me chercher le bidon d'essence. » Wendy et Danny échangèrent un regard anxieux. « Aide-moi, » dit-elle à voix basse. Danny resta un moment sans pouvoir bouger, puis, d'un air décidé, il alla rejoindre sa mère, et tirant tous les deux sur la jambe gauche, ils réussirent à traîner Jack à travers la cuisine. L'action semblait se dérouler au ralenti, comme dans certains cauchemars. On n'entendait que le bourdonnement d'insectes du néon et le bruit de leur respiration haletante. Quand ils arrivèrent à la porte de la réserve, Wendy posa les pieds de Jack par terre et se retourna pour tirer le verrou. Danny regarda Jack qui gisait à ses pieds, l'air de nouveau tranquille et détendu. En le tirant, ils avaient fait sortir de son pantalon le pan de sa chemise. Danny se demanda si son papa était trop ivre pour sentir le froid. Ça ne lui paraissait pas bien de l'enfermer dans la réserve comme une bête sauvage, mais Danny avait vu ce que papa avait essayé de faire à maman. Avant même de descendre, il avait su que papa allait le faire. Il les avait entendus se disputer dans sa tête. Si seulement nous pouvions partir d'ici, si seulement ce n'était qu'un rêve et que nous soyons toujours à Stovington, si seulement... Le verrou était coincé. Wendy tira sur lui de toutes ses forces, mais il ne bougea pas. Elle ne pouvait pas ouvrir ce maudit verrou. C'était si stupide, si injuste. Elle l'avait ouvert sans difficulté quand elle était venue chercher la boîte à soupe, mais maintenant il refusait de bouger. Que faire?
On ne pouvait pas mettre Jack dans la chambre froide, il mourrait de froid ou d'asphyxie, mais s'il le laissait dehors et qu'il se réveilla... Par terre, Jack se mit à remuer de nouveau. « Je vais m'en occuper, marmonna-t-il. J'ai compris. »« Il se réveille, maman !» cria Danny. Sanglotante, elle tirait à deux mains sur le verrou. « Danny ?» La voix de Jack, encore brouillée, exprimait une menace sourde. « C'est toi, prof ?»« Il faut dormir, papa, » dit Danny nerveusement. « Il est l'heure de se coucher, tu sais. » Il regarda sa mère qui s'acharnait toujours sur le verrou et vit immédiatement pourquoi celui-ci restait bloqué. Elle avait oublié de le faire pivoter avant de le tirer, et le tenon était pris dans l'encoche. « Regarde, dit-il, écartant ses mains tremblantes. Les siennes tremblaient presque autant. D'un coup de paume, il libéra le tenon et le verrou glissa sans peine. « Vite, dit-il, voyant que Jack avait ouvert les yeux et le regardait d'un air étrangement calme et songeur. « Tu as triché, lui dit papa. « Je sais que tu as triché, et je le prouverai, je te le garantis, je le prouverai. » Puis ses paroles s'embrouillèrent de nouveau. Sans remarquer l'odeur piquante de fruits secs qui se dégageait de la réserve, Wendy poussa la porte du genou, puis, haletante et épuisée, souleva une nouvelle fois les pieds de Jack et le traîna à l'intérieur. Au moment où elle tirait sur la chaînette qui actionnait le plafonnier, les yeux de Jack s'ouvrirent de nouveau. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Wendy, qu'est-ce que vous faites ?» Elle l'enjamba. Il fut rapide comme l'éclair. Sa main partit aussitôt et elle dut faire un pas de côté pour éviter de se faire prendre. Mais il avait réussi à agripper un pan de sa robe de chambre qui se déchira avec un bruit mat. Il se mit aussitôt à quatre pattes, avec ses cheveux dans les yeux. Il ressemblait à un gros animal, un chien ou un lion. « Que le diable vous emporte tous les deux. Je sais ce que vous voulez, mais vous ne l'aurez pas. Cet hôtel est à moi. C'est moi qu'ils veulent. Moi !»« La porte, Danny !» hurla-t-elle. « Ferme la porte !» Danny poussa la lourde porte de bois au moment où Jack prenait son élan, et il alla s'écraser contre elle. De ses petites mains, Danny essayait de saisir le verrou. Wendy était trop loin pour l'aider. Dans les 2 secondes qui allaient suivre, le sort de Jack serait décidé. Libre ou prisonnier ? Danny manqua le verrou une première fois, puis réussit à l'attraper et le poussa à l'instant où la poignée se mit à s'agiter furieusement. Enfin, Jack lâcha la poignée et essaya d'enfoncer la porte à coups d'épaule. Chaque assaut l'ébranla, mais le verrou en acier trempé tint bon. Wendy poussa un soupir de soulagement. « Laissez-moi sortir d'ici !» criait Jack. « Laissez-moi sortir !»« Danny, c'est ton père qui te parle, nom d'un chien. Je veux sortir. Fais ce que je te dis. » Danny leva machinalement la main, prêt à exécuter l'ordre, mais Wendy la saisit et la pressa contre sa poitrine. « Obéis à ton papa, Danny. Fais ce que je te dis. Fais-le, ou je te donnerai une raclée dont tu te souviendras toute ta vie. Ouvre cette porte ou je te fracasse le crâne. » Blanc comme un linge, Danny se tourna vers sa mère. À travers les 2 centimètres de chêne massif, il pouvait entendre la respiration rauque de Jack. « Wendy, laisse-moi sortir tout de suite. Misérable salope, ouvre-moi. Je ne plaisante pas. Laisse-moi sortir, connasse. Si tu me laisses sortir, je ne te ferai rien. Mais si tu n'ouvres pas, je t'assure que je t'arrangerai si bien le portrait que ta propre mère ne te reconnaîtra plus. Ouvre-moi cette porte !» Danny se mit à gémir et Wendy comprit que s'il restait là, il allait s'évanouir. « Allons-nous-en, prof, dit-elle, étonnée de s'entendre parler avec autant de calme et d'assurance. « N'oublie pas que ce n'est pas ton papa qui parle, c'est l'hôtel. »« Revenez ici. Laissez-moi sortir immédiatement !» hurla Jack. Et il se mit à griffer la porte, à l'attaquer avec ses ongles. « C'est l'hôtel, » répéta Danny. « C'est l'hôtel. Je ne l'oublierai pas. » Mais en s'éloignant, il ne put s'empêcher de jeter en arrière un dernier regard horrifié. Chapitre 47. Danny. Il était 3 heures de l'après-midi d'une longue, longue journée. Ils étaient assis dans leur appartement sur le grand lit. Danny tournait et retournait dans ses mains la folle Volkswagen violette avec son monstre qui passait la tête par le toit ouvrant. En traversant le hall, ils avaient entendu papa cogner contre la porte et les injurier. D'un ton irascible de roi déchu, il leur promettait un juste châtiment et leur prédisait qu'un jour ils regrettaient amèrement d'avoir trahi celui qui avait trimé si dur pour eux depuis tant d'années. Danny avait cru que d'en haut il ne pourrait plus l'entendre, mais les échos de sa rage leur parvenaient par le conduit du monte plat. Le visage de maman était tout pâle et il y avait d'affreuses marques brunes sur son cou, là où papa avait essayé de... Il tournait et retournait dans ses mains le modèle réduit, un cadeau de papa pour le récompenser de ses progrès en lecture, où papa l'avait serré si fort. Maman mit un de ses disques sur le petit électrophone, une musique de trompette et de flûte tout éraillée. Elle lui sourit d'un air las, et il essaya de lui rendre son sourire, sans y parvenir.
Bien que le volume soit au maximum, il lui semblait toujours entendre les cris de papa secouant la porte de la réserve comme un fauve en cage. Et si papa avait besoin d'aller au cabinet, comment ferait-il? Danny se mit à pleurer. Wendy baissa aussitôt le volume de l'électrophone et prit Danny sur ses genoux pour le bercer. « Danny, mon chéri, ne pleure pas. Tout va s'arranger, tu verras. Si monsieur Halloran n'a pas reçu ton message, quelqu'un d'autre le recevra. Et dès que la tempête s'arrêtera, on viendra nous délivrer. De toute façon, personne, ni monsieur Halloran, ni qui que ce soit d'autre, ne peut venir tant que la tempête continue. Mais dès qu'elle s'arrêtera, nous pourrons partir. Et tu sais ce que nous ferons au printemps, tous les trois ?» Danny secoua la tête contre sa poitrine. Non, il ne savait pas. Il n'arrivait pas à croire que le printemps viendrait un jour. « Nous irons à la pêche. Nous louerons un bateau et nous irons à la pêche, comme nous l'avons fait l'an dernier au lac Chatterton. Toi, moi et papa. Tu nous prendras peut-être un très gros poisson pour le souper, mais même si nous ne prenons rien, nous nous amuserons bien, c'est sûr. »« Je t'aime, maman, dit-il en la serrant dans ses bras. »« Oh, Danny, moi aussi je t'aime. » Dehors, le vent hurlait. Vers 4h30, au moment où le jour commençait à baisser, les cris cessèrent. Ils avaient eu un sommeil agité, et Wendy, qui tenait toujours Danny dans ses bras, continua de dormir. Mais le silence, encore plus inquiétant que les cris, réveilla Danny. Est-ce que papa s'était endormi? Était-il mort? Mais que se passait-il? Avait-il réussi à se libérer? Un quart d'heure plus tard, un bruit dur et métallique vint rompre le silence. Puis Danny entendit un grincement suivi d'un vrombissement de moteur. Wendy se réveilla en poussant un cri. L'ascenseur s'était de nouveau mis en marche. Serrés l'un contre l'autre, ils ouvraient de grands yeux et écoutaient l'ascenseur monter et s'arrêter à chaque étage. Aux arrêts, la grille en accordéon s'ouvrait avec un bruit de ferraille, puis la porte battante du palier claquait. Ils entendaient aussi un brouhaha où se mêlaient rires, cris avinés, hurlements et bruits de casse. L'Overlook s'éveillait. Chapitre 48. Jack. Assis par terre dans la réserve, il gardait ses yeux rivés sur la porte. Il avait calé une boîte de crackers entre ses jambes étendues et les mangeait l'un après l'autre sans prêter attention à ce qu'il avalait, simplement parce qu'il fallait bien se nourrir. Quand il sortirait de là, il aurait besoin de ses forces, de toutes ses forces. Jamais de sa vie il ne s'était senti aussi malheureux qu'à cet instant. Corps et esprit ne faisaient qu'une seule et même souffrance. Il avait le même mal de tête lancinant, il éprouvait le même écœurement qu'autrefois, au lendemain d'une beuverie. Tous les autres symptômes étaient présents aussi. La bouche pâteuse, le bourdonnement aux oreilles et le cœur qui cogne trop fort, comme un tambour indien. De plus, à force de se précipiter contre la porte, il s'était meurtri les épaules, et ses cris lui avaient laissé la gorge en feu. Pour comble de malheur, il s'était aussi coupé la main droite sur le verrou. Il y avait des coups de pied au cul qui se perdaient, et quand il serait sorti, il se promettait de botter les fesses à certains. Malgré sa nausée, il continua de grignoter les crackers, et faisant violence à son pauvre estomac, prêt à tout régurgiter, les avala les uns après les autres. Il pensa au comprimé d'excédrine dans sa poche, mais trouva plus prudent d'attendre de ne plus avoir mal au cœur. Ça ne servirait à rien d'avaler un analgésique s'il le vomissait aussitôt. Il fallait se servir de son cerveau. Le cerveau du célèbre Jack Torrance. C'était bien lui, le type qui voulait vivre de sa matière grise. Jack Torrance, l'auteur de best-sellers, le célèbre dramaturge, lauréat du prix du New York Critics Circle. Jack Torrance, l'homme de lettres, le penseur respecté, qui, à l'âge de 70 ans, a remporté le Pulitzer avec un ouvrage de mémoire percutant intitulé « Le XXe siècle et moi ». Tout ça parce qu'il avait su vivre de sa matière grise. Et quand on a un peu de matière grise, on sait d'où viennent les guêpes. Il mit un autre cracker dans sa bouche et le grignota. Ce qu'il leur reprochait, au fond, c'était de ne pas lui faire assez confiance. Il ne voulait pas croire qu'il savait ce qu'il leur fallait et comment l'obtenir. Sa femme avait essayé de miner son autorité, d'abord par des moyens fair-play, enfin assez fair-play, puis en trichant. Comme ses petites insinuations et ses objections géniardes n'arrivaient pas à prévaloir contre ses propres arguments bien raisonnés, elle avait dressé son fils contre lui, puis avait essayé de le tuer avec une bouteille, et pour finir, elle l'avait enfermé. Devinez où? Dans cette maudite réserve. Pourtant, une petite voix intérieure n'arrêtait pas de le harceler, lui posant sans cesse la même question. Oui, mais d'où venait l'alcool? N'est-ce pas là la question cruciale? Tu sais ce qui t'arrive quand tu te mets à boire, tu es bien payé pour le savoir. Quand tu bois, tu perds la tête. Il jeta le carton de crackers à l'autre bout du petit réduit où il heurta une boîte de conserve et la fit dégringoler. Il regarda la boîte, s'essuya les lèvres de sa main, puis consulta sa montre.
Il était presque 6h30. Il était là depuis des heures. Sa femme l'avait enfermé, et ça faisait des heures qu'il était prisonnier. Il commençait à comprendre son père. La question qu'il ne s'était jamais posée, c'était ce qui avait poussé son père à boire. Car si on allait au fond des choses, selon l'expression si chère à ses anciens élèves, ne trouverait-on pas que c'était sa femme qui était à l'origine de tout? Elle avait toujours été une chiffe molle, promenant sans cesse à la maison une mine de martyr. Avait-elle été un boulet au pied de son père? Non, pas vraiment. Elle n'aurait jamais essayé d'emprisonner son père comme Wendy venait de le faire avec lui. Non, le sort du père de Jack avait dû ressembler à celui de McTeague, le dentiste, à la fin du grand roman de Frank Norris. Il s'était trouvé au milieu d'un désert, enchaîné par des menottes à un cadavre. Oui, c'était bien ça. Par les liens du mariage, il s'était enchaîné à une femme qui, intellectuellement et spirituellement, était un cadavre. Il avait bien essayé de faire tout ce que l'on attendait de lui, tout en traînant derrière lui ce cadavre. Il avait essayé d'apprendre à ses 4 enfants à se distinguer le bien du mal, à comprendre la discipline, et par-dessus tout à respecter leur père. Eh bien, ils avaient tous été des ingrats, même lui. Et maintenant il payait le prix pour n'avoir pas compris plus tôt. Son propre fils était lui aussi un ingrat. Mais il n'avait pas perdu espoir. Il arriverait à sortir de ce réduit coûte que coûte, et il les châtierait tous les deux, il les châtierait sévèrement. Il donnerait une bonne leçon à Danny pour que plus tard, quand il serait grand, il soit mieux armé dans la vie que lui, Jack, ne l'avait été. Il se rappela la scène du déjeuner de ce dimanche, quand son père avait battu sa mère à coups de canne, et à quel point cette scène les avait horrifiés, lui et ses frères et sœurs. Mais maintenant il comprenait que cette bastonnade avait été nécessaire, et que son père avait faim d'être ivre pour mieux surprendre sa femme en flagrant délit d'irrespect. À 4 pattes, Jack alla ramasser la boîte de crackers, et assis à côté de la porte que Wendy avait si traîtreusement verrouillée, il se remit à grignoter. Il se demandait quelle avait pu être l'offense de sa mère, et comment elle avait pu se laisser prendre au manège de son père. S'était-elle moquée de lui en se cachant derrière sa main? Lui avait-elle tiré la langue? Avait-elle fait un geste obscène à son attention? Ou l'avait-elle tout simplement regardé d'un air insolent, persuadé qu'il était trop abruti par la boisson pour s'en apercevoir? Quoi qu'il en soit, il l'avait surprise en train de lui manquer de respect, et il l'avait sévèrement châtiée. Maintenant, 20 ans plus tard, il pouvait enfin apprécier la sagesse de son père. Bien sûr, on pouvait estimer que le vieux Torrance avait été idiot d'épouser une femme pareille, qui non seulement manquait de personnalité, mais qui, par-dessus le marché, le traitait avec désinvolture. Mais quand les jeunes se marient à la hâte, ils ont toute la vie pour s'en repentir. D'ailleurs, il n'était pas impossible que le père de son père ait eu lui aussi une épouse de ce genre, de telle sorte que la tradition des épouses chiffres-molles se soit transmise de père en fils. Mais sa femme, à lui, avait dépassé les bornes. Non contente d'avoir détruit sa première carrière et compromis la seconde, elle s'acharnait actuellement à lui ôter sa dernière et meilleure chance, devenir un membre actif du staff de l'Overlook, monter en grade et, qui sait, devenir peut-être un jour directeur. Elle s'acharnait à lui refuser Danny, alors que Danny était son billet d'admission. C'était aberrant. D'accord, pourquoi vouloir le fils quand il pouvait avoir le père? Mais les employeurs ont souvent des idées saugrenues, et c'était la condition qu'on lui avait posée. Il ne pourrait certainement pas la raisonner, c'était hors de question à présent. Il avait essayé de le faire dans le Colorado Bar, mais elle avait refusé de l'écouter et l'avait récompensé du mal qu'il s'était donné en l'assommant d'un coup de bouteille. Mais il aurait sa revanche, il allait bientôt sortir d'ici. Tout à coup, il retint son souffle et tendit l'oreille. Quelque part, un piano jouait un boogie-woogie, des gens riaient et battaient des mains en cadence. Il entendait clairement, malgré la porte en bois massif. Il reconnut même le refrain « On va faire la bombe ce soir ». Il serra les poings de rage impuissante. Il fallait qu'il se retienne pour ne pas se jeter de nouveau sur la porte. La fête avait repris, l'alcool coulait à flot, et la fille ensorceleuse, toute nue sous sa robe de satin blanc, qu'il avait tenue dans ses bras, dansait avec quelqu'un d'autre. « Vous me le paierez, hurla-t-il. Vous me le paierez tous les deux, vous me le paierez. Il vous en cuira, je vous le jure. Vous... Allons, allons, mon vieux, répondit une voix douce de l'autre côté de la porte. Vous n'avez pas besoin de crier, je vous entends très bien. Brusquement, Jack se mit debout. Grady, est-ce vous? Oui, monsieur, c'est bien moi. Il me semble que l'on vous a enfermé. Oh, faites-moi sortir, Grady, vite. Je vois que vous n'avez pas encore réglé l'affaire dont nous avons parlé, monsieur. Je veux dire, la punition de votre femme et de votre fils. Mais c'est eux qui m'ont enfermé. Tirez le verrou, pour l'amour du ciel. Vous vous êtes laissé enfermer par eux? La voix de Grady exprima un étonnement de bon ton. Par exemple, une femme 2 fois plus petite que vous et un enfant de 5 ans.
Ce n'est pas en vous laissant faire comme ça que vous nous ferez croire que vous avez l'étoffe d'un manager. Sur sa tempe droite, un lacis de petites veines se mit à palpiter. Faites-moi sortir d'ici, Grady. Je leur ferai leur affaire. Est-ce bien certain, monsieur? Je me le demande. L'étonnement du bon ton céda à un regret distingué. Je suis désolé de devoir vous dire que j'en doute. Je finis par croire, et les autres avec moi, que, quoi que vous en disiez, votre cœur n'y est pas. Nous nous demandons si vous avez assez de cran. Je le ferai, cria Jack. Je le ferai, je le jure. Vous nous amènerez votre fils? Oui, oui. Mais votre femme va s'y opposer de toutes ses forces, monsieur Torrance. Et elle semble être plus forte que nous ne le pensions. Elle a de la ressource. En tout cas, avec vous, elle a eu le dessus. Grady eut un petit rire de tête. C'est peut-être avec elle que nous aurions dû traiter, monsieur Torrance, dès le début. Non, je vous l'amènerai, je vous le jure, dit Jack. Il avait collé son visage contre la porte. Il commençait à transpirer. Elle ne s'y opposera pas. Je vous promets qu'elle ne s'y opposera pas. Elle ne le pourra pas. Mais il vous faudra la tuer, je le crains, dit Grady froidement. Je ferai tout ce qu'il faudra, mais faites-moi sortir. Vous me donnez votre parole là-dessus, monsieur? Insista Grady. Oui, ma parole, ma promesse, mon serment, tout ce que vous voulez, mais... Le verrou fut tiré avec un bruit sec, et la porte s'entrebâilla d'1 centimètre. Jack se tut et retint son souffle. Il lui semblait que la mort elle-même se trouvait de l'autre côté de la porte. Son angoisse finit par se calmer. Il chuchota. « Merci, Grady. Je vous jure que vous ne le regretterez pas, je vous le jure. » Aucune voix ne se fit plus entendre. Seul le vent hurlait au-dehors. Il poussa la porte de la réserve qui s'ouvrit en grinçant légèrement. La cuisine était déserte, Grady avait disparu. Sous la lumière crue et froide des tubes de néon, tout paraissait figé, gelé. Son regard fut attiré vers l'énorme planche à hacher où ils avaient l'habitude de prendre leur repas tous les trois. Sur la planche, il vit un verre à cocktail, une bouteille de gin et une assiette en plastique pleine d'olives. Un des maillets de roc de la remise à outils était appuyé contre la planche. Pendant un long moment, il ne put en détacher son regard. Puis une voix beaucoup plus grave et plus puissante que celle de Grady, venue d'il ne savait où, peut-être du fond de lui-même, lui adressa la parole. « Il faut tenir votre promesse, monsieur Torrance. »« Je la tiendrai, dit-il. » Il fut frappé par la servilité obséquieuse de sa voix, mais il n'arrivait plus à parler normalement. « Je la tiendrai. » Il alla vers la planche à hacher et saisit le manche du maillet. Il le souleva et le fit tournoyer. Le maillet faucha l'air avec un sifflement menaçant. Jack Torrance se mit à sourire. Chapitre 49. Halloran en route. Il se trouvait, d'après les panneaux indicateurs enneigés et le compteur de la Buick, à moins de 4 km d'East Park, quand il put enfin quitter l'autoroute. Jamais il n'avait vu tempête de neige aussi violente. Il est vrai qu'il n'en avait pas vu beaucoup, ayant toujours fui la neige dans toute la mesure du possible, ni bourrasque aussi capricieuse, soufflant tantôt de l'ouest, tantôt du nord, brouillant son champ de vision dans des nuages de neige poudreuse, et lui rappelant, si besoin en était, que manquer son virage, c'était faire avec son Electra une culbute d'une centaine de mètres. Plus que par la mauvaise visibilité, il était handicapé par son manque d'expérience de la conduite sur route enneigée. Il s'affolait de voir la ligne blanche disparaître sous des bourrasques de neige, ou de sentir la lourde Buick, frappée de plein fouet par les puissantes rafales de vent qui déboulaient des vallons latéraux, déraper et se retrouver en travers de la route. Les panneaux de signalisation étaient presque entièrement recouverts, si bien qu'il avait l'impression de s'enfoncer dans la blancheur d'un gigantesque écran de cinéma, sans jamais savoir s'il allait falloir tourner à droite ou à gauche. Tout cela lui faisait terriblement peur. Dès qu'il avait commencé à grimper les collines à l'ouest de Boulder, il avait eu des sueurs froides. Il maniait pourtant l'accélérateur et le frein avec autant de précaution que s'il s'agissait de Vaz Ming. Entre deux chansons à la radio, le présentateur n'arrêtait pas de recommander aux automobilistes d'éviter les grands axes et surtout les routes de montagne dont beaucoup étaient bloquées et toutes les autres dangereuses. On avait signalé de nombreux accidents, dont 2 graves survenus respectivement à une bande de skieurs dans un minibus Volkswagen et à une famille qui se dirigeait vers Albuquerque en passant par les montagnes de Sangre de Cristo. Le bilan pour les 2 accidents était de 4 morts et 5 blessés. « Alors ne prenez pas la route, restez avec nous à écouter la bonne musique de Kate Alka », lança le présentateur sur un ton enjoué. Et pour mettre un comble au malheur de Halloran, il fit passer Vadrouille au soleil. « On s'est bien amusé, on a bien rigolé, avec les pom-pom, avec les pom-pom. » Terry Jacks débitait gaiement ses âneries, et Halloran coupa rageusement la radio, tout en sachant bien qu'il la remettrait dans 5 minutes. Si stupides que fussent les émissions, tout valait mieux que de s'en sentir seul au milieu de ce cauchemar de blancheur.
Avoue-le, tu es vert de trouille, ce qui, chez un noir, tient du prodige. Ce n'était même pas drôle. Il aurait rebroussé chemin avant même d'avoir atteint Boulder s'il n'avait pas eu la conviction, chevillée au corps, que l'enfant était en danger. Encore maintenant, une petite voix dans sa tête, la voix de la raison, pensait-il, plutôt que de la lâcheté, lui conseillait de passer la nuit dans un motel à Estes Park et d'y attendre que les chasse-neige aient pu dégager la ligne blanche. Il se rappelait l'atterrissage dangereux à Sapleton et le frisson de terreur qu'il avait ressenti au moment où il avait cru qu'ils allaient s'écraser et terminer leur voyage non pas devant la porte de sortie 39, mais devant les portes de l'enfer. Mais la raison luttait en vain contre la conviction qu'il fallait à tout prix arriver aujourd'hui même. La tempête de neige était un coup de malchance, mais il ne devait pas se laisser décourager pour autant. S'il renonçait, il se sentirait toujours coupable de ce qui risquait d'arriver, et ce serait pire. Une nouvelle bourrasque de vent bouscula la voiture, venant du nord-est cette fois-ci. Très Nouvelle-Angleterre, s'il vous plaît. Effaçant les silhouettes vagues des collines et même les bas-côtés de la route. Il avançait dans un vide blanc. Le brouillard fut brusquement troué par les phares à iode d'un chasse-neige, et alors Anne s'aperçut avec horreur que la buick piquait tout droit sur les deux faisceaux de lumière. Le chasse-neige, visiblement, ne se souciait guère de rester sur son côté de la route, mais la buick, elle aussi, sans qu'Aloran s'en aperçût, s'était déportée vers le milieu de la chaussée. Par-dessus les hurlements du vent, il put entendre le grondement du diesel du chasse-neige, puis l'appel perçant, prolongé, presque assourdissant de son avertisseur. Il eut l'impression que ses testicules se transformaient en deux petites bourses ridées, pleines de glace pilée, et ses tripes en gélatine. Une masse orange, brouillée par la neige, commençait à émerger. Il apercevait maintenant la haute cabine et même la silhouette du conducteur, qui gesticulait derrière les essuie-glaces géants. Il pouvait voir les traves déverser la neige sur l'accotement gauche de la route, comme un pot d'échappement crachant une fumée blanche. « Ouah !» rugit l'avertisseur avec indignation. Alors Anne pressa l'accélérateur avec la même ardeur que s'il s'était agi du sein d'une femme bien-aimée, et la buick partit en dérapant vers la droite. De ce côté, il n'y avait pas d'accotement, et le chasse-neige rejetait directement la neige dans le vide. Persuadé que la collision était imminente, alors Anne fit une prière muette à l'enfant, le suppliant de lui pardonner. Les énormes lames du chasse-neige, qui dépassaient de plus d'un mètre du toit de l'Electra, frôlèrent la voiture sur la gauche sans l'accrocher. L'engin était passé à présent, et alors Anne aperçut dans son rétroviseur la lumière bleue clignotante de son phare tournant. Il tira sur le volant pour braquer à gauche, mais la voiture ne répondit pas. Emportée par son élan, elle continua de glisser comme dans un rêve vers le bord du précipice, en faisant gicler la neige de dessous ses garde-boue. Il ramena le volant vers la droite, dans le sens du dérapage, et la voiture fit un tête-à-queue complet. Pris de panique, il freina énergiquement en pompant sur la pédale et sentit la voiture heurter quelque chose. Devant lui, il n'y avait plus de route. Son regard plongeait au fond d'un abîme sans fin, où à travers les tourbillons de neige se profilaient de vagues silhouettes de pins gris-vert. « Ça y est, mon Dieu, je vais dégringoler. » Ce fut alors que la voiture s'arrêta, le nez plongeant à 30 degrés. Le pare-choc avant gauche s'était accroché dans une barrière de protection, les roues arrière ne touchaient presque plus le sol. Quand Aloran essaya de faire marche arrière, elles tournèrent dans le vide, sans résultat. Son cœur battait comme un roulement de batterie de Jane Krupa. Il sortit avec précaution de la voiture pour se rendre compte de la situation, et il contemplait, impuissant, les roues décollées quand une voix enjouée le tira de ses réflexions. « Dites donc, mon gars, t'es pas un peu fou, non ?» Alors Anne se retourna et distingua péniblement le chasse-neige, arrêté à une cinquantaine de mètres de là, presque invisible dans les tourbillons de neige, à l'exception du trait noir de son tuyau d'échappement et du phare bleu qui tournait sur son toit. Le conducteur l'avait rejoint et se tenait à quelques pas de lui. Il était emmitouflé dans un manteau en peau de mouton, recouvert d'un imperméable, et portait perché sur la tête une casquette rayée bleu et blanc que le vent n'arrivait pas à lui arracher. « Pas possible, il a dû y mettre de la colle. »« Ah, salut, dit Aloran. Est-ce que tu pourrais me remettre sur la route ?»« Ça doit pouvoir se faire, répondit le conducteur du chasse-neige. Mais que diable viens-tu faire par ici, mon vieux? C'est un véritable suicide. J'ai une affaire urgente. Rien n'est si urgent que ça, lui dit le conducteur lentement, avec la douceur qu'on met à parler à un débile mental. Où vas-tu? À Estes? Non, un endroit qui s'appelle l'Overlook, dit Aloran. C'est un hôtel au-dessus de Sidwinder. Tu connais? Le conducteur secoua la tête d'un air soucieux. Ah, tu parles si je connais, répondit-il. Mais mon gars, tu n'y arriveras jamais. Les routes entre Estes Park et Sidwinder sont un véritable enfer. À peine avons-nous fini de déblayer la route devant qu'elle est déjà rebloquée par la neige derrière. À quelques kilomètres d'ici, j'ai traversé des congères qui devaient faire près de 2 mètres de haut. Même si tu arrives à rejoindre Sidwinter, la route est fermée à partir de là jusqu'à Buckland, dans l'Utah. Non, il secoua la tête, tu n'y arriveras jamais, mon pote, jamais.
Mais je dois essayer, dit alors Anne, faisant appel à ses dernières réserves de patience afin de garder une voix normale. Il y a un gosse là-haut. Un gosse? Mais non, l'Overlook est fermé depuis la fin du mois de septembre. Mais c'est le fils du gardien, il est en danger. Ouais, comment le sais-tu? Alors Anne perdit patience. Nom de Dieu, ça va durer encore longtemps tes questions? Je le sais, un point c'est tout. Tu me sors de là, oui ou merde? Oh, tu es bien mauvais poil à ce que je vois, observa le conducteur, sans paraître particulièrement ému. Bien sûr, remonte dans ta voiture, j'ai une chaîne derrière le siège. Le chasse-neige fit marche arrière jusqu'à la Buick, et alors Anne vit le conducteur ressortir avec une longue chaîne enroulée. Alors Anne ouvrit la portière et cria. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ôte-toi du milieu, c'est tout, lui cria le conducteur. Ce sera fini avant que tu puisses dire ouf. Quand la chaîne se tendit, un frisson parcourut la carcasse de la Buick, et une seconde plus tard, elle était de nouveau sur la route, tournée plus ou moins dans la direction d'Estes Park. Le conducteur du chasse-neige vint jusqu'à la portière et cogna sur le verre sécurite. Alors Anne abaissa la vitre. Merci, dit-il. Je m'excuse de t'avoir engueulé. Oh, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, répondit l'autre en souriant. Tu dois être à bout de nerfs. Ouais, merci mille fois. Et sois prudent, reprit l'homme. Je t'aurais bien conduit là-haut, mais j'ai un boulot monstre et je n'en vois pas la fin. Oh, ce n'est rien. Et merci encore. Il remontait déjà la vitre quand le conducteur l'arrêta. Quand tu arriveras à Sidwinter, si tu arrives, va au garage Konoko. Tu le verras tout de suite, c'est à côté de la bibliothèque municipale. Demande Larry Durkin et dis-lui que tu viens de la part de Howie Cottrell et que tu veux louer un de ses scooters. Si tu dis que tu viens de ma part, il te fera une ristourne. Merci encore, dit alors Anne. Ballotté par le vent, sa casquette toujours crânement vissée au sommet de sa tête, Cottrell s'enfonça dans l'obscurité et disparut après un dernier signe de la main. Alors Anne remit le moteur en marche. Les chaînes patinèrent un instant sur la neige, puis finirent par la mordre assez profondément pour faire avancer la Buick. Derrière lui, le conducteur du chasse-neige lui envoya un coup de klaxon pour lui souhaiter bonne route. Il aurait pu s'en dispenser, alors Anne avait bien senti qu'il avait sa bénédiction. Dans un des virages en épingle à cheveux, la Buick se mit à chasser, mais alors Anne, serrant les dents, manœuvra si bien qu'il réussit à la redresser. Il remit la radio et tomba sur Aretha Franklin. Elle était la bienvenue. Il aurait toujours plaisir à partager sa Buick Hertz avec elle. Frappée par une nouvelle rafale de vent, la voiture se remit à tanguer, puis à déraper. Alors Anne lâcha un juron et se colla encore plus près du volant. Aretha termina sa chanson et le présentateur reprit l'antenne pour dire que sortir en voiture aujourd'hui était le meilleur moyen de se tuer. Alors Anne éteignit le poste. Il réussit à atteindre Sidwinder, mais seulement après 4h30 de route. Quand il déboucha sur le plan Highway, il faisait déjà nuit noire et la tempête n'avait rien perdu de son intensité. Par deux fois, il avait dû s'arrêter, bloqué par des congères qui arrivaient à hauteur du capot, et attendre que les chasse-neige viennent lui ouvrir un passage. À un moment donné, le chasse-neige qui avançait du mauvais côté de la route avait failli lui rentrer dedans. Le conducteur avait alors fait un petit crochet pour se rapprocher, et sans prendre la peine de descendre de sa cabine pour l'enguirlander, lui avait fait avec les deux doigts un de ces signes parfaitement clairs pour tout Américain de plus de 10 ans, et ce n'était pas le signe de la paix. Plus il s'approchait de l'Overlook, plus il se sentait pressé d'arriver, et consultait sans arrêt sa montre dont les aiguilles semblaient avancer à toute allure. 10 minutes après s'être engagé sur l'Upland, il dépassa 2 panneaux que le vent déchaîné avait suffisamment nettoyés pour qu'il pût les lire. Le premier indiquait « Sidwinder 10 » et le second « à 15 km route fermée pendant le mois d'hiver ». Ce fut alors que l'odeur d'orange le frappant une fois encore à toute volée, et qu'il reçut un nouveau message, lourd cette fois-ci de menaces et de haine. « Rebrousse chemin, ou nous te pendrons haut et court, et nous brûlerons ton cadavre. Voilà ce qui attend les sales négros de ton espèce, alors, si tu tiens à ta peau, file !» À l'intérieur de sa voiture, alors Anne poussa un cri. Cet avertissement lui était parvenu non pas en clair, par des paroles, mais codé en une série d'images qui l'avaient foudroyé comme une rafale de coups de poing en pleine tête. Sous le choc, il lâcha un instant le volant, essayant de reprendre ses esprits. Laissée à elle-même, la voiture alla heurter du flanc le talus de l'accotement, puis s'immobilisa après avoir fait un tête-à-queue, les roues arrière tournant dans le vide. Alors Anne mit sa transmission automatique au point mort et se cacha le visage dans les mains. Il ne pleurait pas, mais sa poitrine était soulevée par des sanglots sans larmes. Il savait que si cette menace l'avait atteint au moment où il côtoyait le précipice, il serait sans doute déjà mort. D'ailleurs, le message lui avait peut-être été envoyé dans cette intention. Et d'autres pouvaient le frapper encore, n'importe quand. Il fallait qu'il se protège contre cette force toute puissante, omniprésente, mémoire peut-être ou instinct, s'il ne voulait pas être englouti par elle. Il mit la transmission en vitesse minimum et donna les gaz à petits coups.
Les roues patinèrent d'abord, puis s'agrippèrent, puis patinèrent de nouveau. Enfin, la Buick se mit à avancer, précédée par la faible lueur des phares qui perçaient à peine les tourbillons de neige. Il regarda sa montre. Il était maintenant presque 6h30. Il eut le sentiment qu'il était déjà peut-être trop tard. Chapitre 50. Trop mal. Debout au milieu de la chambre, Wendy Torrance regardait son fils dormir. Elle n'arrivait pas à prendre une décision. Il y avait une demi-heure que tous les bruits s'étaient brusquement tus. L'ascenseur, la fête, les portes qui s'ouvraient et se fermaient, mais le silence qui s'était installé ne faisait qu'accroître son anxiété. C'était un silence inquiétant, pareil à celui qui précède l'orage. Danny s'était endormi presque immédiatement. D'abord léger et agité, son sommeil était maintenant profond. C'est à peine si elle pouvait distinguer le mouvement régulier de sa petite poitrine étroite. D'abord Jack s'était arrêté de hurler et de cogner contre la porte. Puis le brouhaha de la fête avait repris, ponctué par le bourdonnement de l'ascenseur et les claquements de sa porte. Mais la fête s'est-elle réellement interrompue? N'était-ce pas plutôt qu'elle se poursuivait ailleurs, dans une autre dimension temporelle qu'elle ne pouvait pas percevoir? Pendant que Daddy dormait, elle avait cru entendre des chuchotements mystérieux dans la cuisine, juste au-dessous de leur chambre. Au début, elle n'y avait guère prêté attention, pensant qu'il s'agissait du vent, qui sait si bien imiter la voix humaine. Du râle étouffé de l'agonisant au hurlement désespéré de la femme qu'on assassine dans les mélodrames. Et pourtant, plus elle y pensait, tout en montant la garde à côté de Danny, plus elle était sûre d'avoir réellement entendu des voix. Il y avait eu celle de Jack, puis une voix inconnue. La discussion tournait autour de l'évasion de Jack et aussi du meurtre de sa femme et de son fils. Elle s'était approchée du conduit d'air chaud et y avait collé l'oreille afin de mieux entendre, mais à ce moment précis, la chaudière s'était rallumée et le ronflement de l'air chaud montant dans les tuyaux avait couvert leur conversation. Quand 5 minutes plus tard, la chaudière s'était de nouveau arrêtée, elle n'avait plus rien entendu à part le vent, le crépitement de la neige cinglant contre les murs de l'hôtel et par moments le grincement d'une boiserie. Jack s'est évadé. Ne dis pas de bêtises. Si, il s'est évadé. Il a pris un couteau à la cuisine, peut-être même un couperet, et il était en train de monter l'escalier en posant les pieds sur l'extrémité des marches pour ne pas les faire grincer. Mais non, t'es folle. Ses lèvres bougeaient comme si elle avait prononcé ces paroles tout haut. Pourtant, le silence régnait toujours. Elle se sentit surveillée. Elle se retourna brusquement et vit plaqué contre la fenêtre obscurcie par la nuit un visage blanc, hideux, avec des trous noirs à la place des yeux, qui lui marmonnaient des injures, le visage d'un fou dangereux qui se cachait derrière ces murs gémissants depuis toujours. Mais non, ce n'était qu'un dessin de givre sur la vitre, et elle poussa un long soupir de soulagement. Peu après, les voix reprirent, et elle put entendre très clairement cette fois-ci des chuchotements amusés. « Ressaisis-toi, tu trembles devant des ombres. D'ici demain matin, tu seras mûr pour la camisole de force. » Il n'y avait qu'un seul moyen pour calmer sa frayeur, et elle savait ce que c'était. Descendre, s'assurer que Jack était toujours dans la réserve. C'était tout simple. Descendre, jeter un coup d'œil et remonter. Elle se demanda si elle ne devait pas fermer la porte à clé derrière elle, mais elle hésita. Danny dormait, et un incendie pouvait toujours se déclarer. Une autre appréhension plus forte l'assaillit, mais elle l'écarta résolument. Wendy traversa la chambre, s'arrêta, indécise, près de la porte, puis tira le couteau de la poche de sa robe de chambre et empoigna de sa main droite son manche en bois. Elle ouvrit la porte. Le petit couloir qui menait à leur appartement était vide, les appliques murales étaient allumées et faisaient ressortir sur le fond bleu de la moquette ses entrelacs sinueux. « Ils veulent que tu te conduises en faible femme, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. » Elle hésita de nouveau, ne voulant pas quitter Danny et la sécurité que leur offrait l'appartement, mais en même temps elle avait besoin de s'assurer que Jack était toujours en lieu sûr. Bien sûr qu'il l'est. Mais les voix... Il n'y a pas eu de voix, c'est ton imagination, ou le vent. Non, ce n'était pas le vent. Le son de sa propre voix la fit sursauter, mais encouragée par le ton d'assurance sur lequel elle avait prononcé ces paroles, elle commença à avancer. Le couteau qu'elle tenait contre sa hanche zébrait la tapisserie de soie de ses reflets mobiles, et ses pantoufles glissaient en chuchotant sur la moquette. Elle avait les nerfs tendus comme des cordes. Arrivée à l'angle du couloir principal, elle y glissa un regard furtif, s'attendant au pire. Il n'y avait rien d'anormal. Après un instant d'hésitation, elle s'engagea dans le couloir principal. Plus elle se rapprochait de la cage d'escalier, plongée dans l'ombre, plus elle prenait conscience de la vulnérabilité de Danny, qu'elle laissait seule et sans protection. Arrivée au palier, elle posa sa main sur le premier pilastre de la rampe et jeta un coup d'œil sur les marches de l'escalier. Il y en avait 19. S'attendant à découvrir Jack accroupi sur l'une d'elles, prêt à bondir, mais il n'y avait personne.
D'ailleurs, comment s'en étonner, Jack était bien enfermé dans la réserve, derrière un verrou solide et une lourde porte en bois massif. Mais le hall était obscur et plein d'ombre, et elle pouvait sentir au fond de sa gorge la pulsation profonde de son sang. Devant elle, sur sa gauche, l'ascenseur ouvrait toute grande sa gueule en cuivre, l'invitant d'un air moqueur au voyage de ses rêves. « Non, merci beaucoup. » L'intérieur de la cabine était tendu de guirlandes roses et blanches en papier crêpe. Sur le plancher, 2 cornets surprises crevés avaient déversé leurs confettis. Au fond de la cabine, dans l'angle, gisait une bouteille de champagne vide. La transpiration de sa main droite avait mouillé la poignée en bois du couteau. Elle le fit passer dans sa main gauche, s'essuya la main droite sur le tissu éponge de sa robe de chambre, puis reprit le couteau dans celle-ci. Presque sans l'avoir voulu, elle se mit à descendre l'escalier, d'abord le pied gauche, puis le pied droit, pied gauche, pied droit, tout en laissant traîner sa main libre sur la rampe. La faible lumière qui filtrait du palier du premier étage ne parvenait pas à éclairer le hall, et elle se rendit compte qu'elle devrait allumer les lampes, soit à l'interrupteur de l'entrée de la salle à manger, soit à celui du bureau du manager. Il y avait également une autre lumière, diffuse et blanchâtre, les tubes de néon de la cuisine, évidemment. Elle s'arrêta sur la 13e marche, essayant de se rappeler si elle les avait éteints quand elle était remontée avec Danny, mais elle n'arrivait pas à s'en souvenir. En bas, dans le hall, les chaises à haut dossier se terraient dans l'ombre. Les vitres de la porte du hall étaient tendues d'un rideau de neige. Les têtes de clous en laiton doré de la tapisserie du canapé luisaient faiblement, comme des yeux de chat. Se cacher ici eût été un jeu d'enfant. Les jambes vacillantes, elle continua à descendre. 17, 18, 19. Ici, c'est le rez-de-chaussée, madame. Faites attention à la dernière marche. La porte du dancing était grande ouverte, mais il ne s'en échappait que le noir des ténèbres. De l'intérieur lui parvenait un tic-tac régulier, semblable à celui d'une bombe à retardement. Elle se raidit, puis se rappela la pendule sur la cheminée, la pendule sous son globe de verre. Jack ou Danny avaient dû la remonter, à moins qu'elle ne se soit ranimée toute seule, comme tant de choses ici. Elle se dirigea vers le bureau de la réception qu'elle devait traverser pour aller à la cuisine. Des reflets d'argenterie lui rappelèrent le plateau qu'elle avait préparé pour le déjeuner et qu'elle avait laissé là, sur le bureau. Puis le carillon musical de la pendule se mit à tinter. Wendy se crispa et sa langue se colla à son palais, puis elle se détendit de nouveau. La pendule ne faisait que sonner l'heure, il devait être 8 heures. Elle comptait les coups. Elle avait le sentiment qu'elle ne devait pas bouger tant que la pendule ne se serait pas tue. 8, 9, 10, 11. Tout à coup, elle comprit, mais il était trop tard. Elle rebroussa précipitamment chemin vers l'escalier, tout en sachant qu'elle n'y arriverait pas. Mais comment aurait-elle pu prévoir ça? 12. Toutes les lumières de la salle de danse s'allumèrent, et il y eut l'explosion assourdissante d'une fanfare de cuivre, et Wendy poussa un cri qui se perdit dans le fracas de ses puissants poumons de cuivre. « Ôtez les masques !» commanda quelqu'un. « Ôtez les masques !» Puis le vacarme s'éloigna dans le couloir du temps, la laissant de nouveau seule. Non, pas seule. Elle se retourna et le vit qui fonçait sur elle. C'était Jack, et pourtant ce n'était plus tout à fait lui. Dans ses yeux vides brûlait une folie meurtrière. Sur ses lèvres familières flottait un sourire triste et incertain. Il tenait à la main le maillet de Rock. « Tu as cru m'avoir enfermé? C'est ça que tu voulais !» Le maillet fendit l'air en sifflant. Wendy recula d'un pas, trébucha sur un petit escabeau et s'affala sur la moquette du hall. « Jack !»« Garce !» chuchota-t-il. « Je sais maintenant que tu es une garce. » Le maillet s'abattit sur elle avec une force meurtrière et s'enfonça dans son abdomen. Elle vit vaguement le maillet remonter et comprit tout à coup qu'il avait l'intention de la tuer. Elle voulut l'implorer, le supplier d'arrêter, mais la respiration lui manquait. Elle n'avait plus de voix et c'est à peine si elle put émettre un faible gémissement. « Ton heure est venue, cette fois-ci. Je ne te raterai pas. Je ne raterai pas mon coup, je te le jure, lui dit-il avec un sourire. Il écarta l'escabeau d'un coup de pied. « Ton compte est bon. Tu vas voir la correction que je vais t'administrer. » Le maillet s'abattit de nouveau, mais Wendy l'évita en se roulant vers la gauche, sa robe de chambre s'entortillant dans ses jambes. Le maillet heurta le sol et glissa des mains de Jack, qui fut obligé de se baisser pour le ramasser. Wendy en profita pour se relever et se précipiter vers l'escalier. Elle avait retrouvé son souffle, mais il lui brûlait les poumons et son abdomen meurtri n'était plus qu'un amas de chair douloureuse. « Garce !» dit-il sans s'arrêter de sourire, et il se lança à sa poursuite. « Sale garce, tu vas avoir ce que tu mérites. Je vais te flanquer une de ces raclées. » Elle entendit siffler le maillet, puis ressentit une explosion de douleur au côté droit, quand il l'atteignit juste au-dessous du sein, lui cassant 2 côtes.
Elle s'écroula sur les marches, tombant sur le côté blessé, et se sentit de nouveau transpercée de douleur. Mais obéissant à l'instinct, elle se jeta de côté en faisant le rouleau, et le maillet s'abattit sur la moquette épaisse en lui frôlant le visage. C'est alors qu'elle aperçut le couteau qu'elle avait lâché au moment de sa chute. Il gisait, étincelant, sur la 4e marche. « Garce !» répéta-t-il, et le maillet plongea de nouveau. Elle voulut reculer, mais le coup l'atteignit au-dessous du genou, embrasant de douleur tout le bas de sa jambe. Du sang se mit à couler le long de son maillet. Déjà le maillet redescendait, mais par une feinte de la tête, elle esquiva le coup qui vint s'écraser sur la marche, tout près de son épaule, lui raflant l'oreille. Il s'apprêtait à frapper encore, mais cette fois-ci, elle se laissa bouler vers lui sur les marches de l'escalier, à l'abri de la trajectoire du maillet, laissant échapper un cri quand ses côtes cassées heurtèrent les marches. Son corps vint s'écraser contre ses chevilles alors qu'il se trouvait en déséquilibre, et il partit à la renverse avec un rugissement de surprise et de fureur. Ses pieds luttèrent un instant pour garder leur assiette sur la marche, puis il s'écroula à terre, le maillet lui échappant des mains. Il se mit sur son séant et la regarda d'un air hébété. « Tu vas me le payer! Je vais te tuer !» dit-il. Il se roula de côté et tendit le bras pour saisir le manche du maillet. Wendy avait réussi à se mettre debout. Des douleurs lancinantes montaient de sa jambe gauche jusqu'à la hanche. Son visage blanc comme un linge avait un air résolu. Au moment où la main de Jack se refermait sur le manche du maillet, elle lui sauta sur le dos. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-elle dans le hall ténébreux de l'Overlook, et elle lui enfonça le couteau dans le dos jusqu'au manche. Il se raidit sous elle, puis se mit à hurler. Elle n'avait jamais de sa vie entendu des cris aussi atroces. C'était comme si l'hôtel lui-même s'était mis à hurler, de toutes ses portes, de toutes ses fenêtres, de toutes ses lattes de parquet. Toujours raidi sous elle, il continuait à crier. Il ressemblait ainsi à une charade mimée de soirée mondaine représentant la monture et son cavalier. Mais cette monture-là avait une chemise de flanelle à carreaux rouges et noirs, dont le dos s'imbibait de sang à vue d'œil. Puis il s'écroula en avant, à plat sur son visage, et Wendy, désarçonnée, tomba en gémissant sur son côté blessé. Respirant avec difficulté, elle resta longtemps étendue, sans pouvoir bouger. Des vagues d'une douleur indicible déferlaient sur tout son corps. Chaque inspiration la perçait d'un coup de poignard, et son cou ruisselait du sang de son oreille écorchée. Il y avait d'autres bruits que celui de sa respiration saccadée, le gémissement du vent et le tic-tac de la pendule du dancing. Enfin, elle réussit à se mettre debout et gagna en boitillant l'escalier. Saisie de vertige, elle dut s'accrocher à la rampe, la tête pendante. Une fois le malaise passé, elle se mit à monter, se servant de sa jambe valide et tirant sur la rampe avec ses bras. Elle leva les yeux vers le palier, s'attendant à y voir Danny, mais l'escalier était vide. Grâce à Dieu, il ne s'est pas réveillé. Après les 6 premières marches, elle dut s'arrêter pour se reposer, la tête baissée, les boucles de ses cheveux blonds répandues sur la rampe. Chaque respiration lui écorchait la gorge aussi douloureusement que si elle avait avalé des chardons. Son côté droit n'était plus qu'une masse enflée de chair meurtrie. « Vas-y, Wendy, vas-y, ma fille. Une fois derrière une porte verrouillée, tu pourras t'examiner à loisir. Plus que 13 à grimper, c'est pas terrible. Quand tu seras arrivé dans le couloir du premier, tu pourras ramper. Je t'en donne la permission. » Elle inspira aussi profondément que ses côtes cassées le lui permettaient, et tirant sur la rampe, trébuchant, elle réussit à ramper encore une marche, puis une autre. Elle en était à la 9e marche, presque à mi-chemin, quand la voix de Jack lui parvint d'en bas, une voix étranglée qui lui disait « Espèce de garce, tu m'as eu !» Une terreur aussi noire qu'une nuit d'encre l'envahit. Elle retourna la tête et vit Jack qui se mettait lentement debout. Le manche du couteau de cuisine sortait de son dos arqué. Ses yeux semblaient avoir rapetissé, mangés par des plis de chair flasque. Il tenait dans sa main gauche, mais d'une prise mal assurée, le maillet de roc, dont la tête était ensanglantée, et sur laquelle un bout de tissu éponge rose était resté collé. « Tu l'auras, ta correction, » murmura-t-il, et il s'approcha en titubant de l'escalier. Avec des gémissements apeurés, elle se hissa sur la 10e marche, puis sur la suivante. Elle atteignit la 12e, la 13e, mais le palier du premier étage lui paraissait aussi inaccessible que le sommet d'une montagne. Elle haletait à présent, et son côté blessé la faisait de plus en plus souffrir. Avec ses cheveux qui lui tombaient dans les yeux, elle avait l'air d'une folle. La sueur lui piquait les yeux, le tic-tac de la pendule de la salle de danse lui crevait le tympan, et en contrepoint, elle entendait des râles essoufflés de Jack qui commençait à monter l'escalier.